Tu déboucles ta ceinture de sécurité et tu te lèves, te dégourdissant les jambes pendant un long vol. Tu te diriges vers les toilettes et songes à te rafraîchir. Soudain, tu es projeté dans les airs. Les bagages volent autour de toi. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu es à 9000 mètres au-dessus du sol et tu pressens un atterrissage en catastrophe. Avant que tu n'aies le temps de réfléchir, tout devient noir. Début 2001, un énorme Boeing 747, transportant plus de 400 personnes, a décollé de l'aéroport international de Tokyo à Haneda. Le vol s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude de 12 000 mètres et sa vitesse de croisière. Le service du repas était en cours et des passagers étaient debout, comme pour tout autre voyage. Un peu plus tôt dans la journée, un vol de la compagnie aérienne japonaise entre Busan, en Corée du Sud, et Tokyo, au Japon, avait commencé de la même façon. L'avion était plus petit, avec environ 250 personnes à bord. Il avait commencé à se stabiliser à environ 11 000 mètres. Ces deux avions étaient sur une trajectoire de vol similaire, à seulement 600 mètres de distance, et devaient se croiser au-dessus de l'île japonaise de Honshu. Ils étaient tous les deux proches de cette intersection lorsque le pilote du Boeing 747 a remarqué que son indicateur anti-collision s'était déclenché. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose clochait. L'un des aspects cruciaux des voyages aériens modernes est la coordination du contrôle du trafic aérien. Chaque vol est surveillé et les pilotes sont informés si quelque chose ne va pas. Tout l'intérêt du contrôle du trafic aérien est d'organiser les vols pour rendre les collisions impossibles. Chaque avion moderne est construit avec des moniteurs de collision, mais ils ne sont jamais censés être utilisés. Tandis que les indicateurs anti-collision clignotaient, le stagiaire de 26 ans, Hideki Ashitani, était assis derrière les radars de la tour de contrôle, surveillant les deux vols. Le stress de devoir superviser plus de 10 avions l'accablait. Ce n'était pas surprenant étant donné qu'il n'était même pas certifié pour opérer seul, sans supervision. Lorsqu'il a remarqué la collision potentielle, il s'est précipité pour éviter une catastrophe. Il a rapidement contacté le vol de Busan qui volait à 11 000 mètres et leur a dit de descendre plus bas, en essayant de créer un plus grand écart entre les avions. Mais dans sa précipitation, Ashitani a fait une terrible erreur. Il a contacté le mauvais avion. Au lieu de dire au Boeing 747 de réduire son altitude, le pilote de l'autre avion a suivi ses instructions et est descendu de 12 000 mètres à 11 000 mètres, soit exactement la même hauteur que le 747. Les deux avions filaient l'un vers l'autre à 800 km/h, sur une trajectoire de collision. Ashitani commençait à paniquer. Lorsqu'il a remarqué que le vol en provenance de Busan n'était pas descendu, il lui a rapidement ordonné de tourner à droite. Le pilote n'avait bien sûr pas suivi les instructions données car elles avaient été envoyées au mauvais avion. Pour une raison inconnue, l'instruction de tourner à droite n'est parvenue à personne cette fois-ci. Les communications du contrôle aérien étaient défaillantes et les pilotes n'avaient aucune idée de l'ampleur du danger qu'ils couraient. En voyant Ashitani paniquer derrière le panneau de contrôle, sa superviseuse s'est précipitée à son poste et a pris le contrôle de la situation. Elle a contacté le vol de Busan et lui a ordonné de monter. Mais étonnamment, elle a donné cet ordre à un vol qui n'était même pas en service ce jour-là. Les deux vols l'ont ignoré car ils ne savaient pas que le message leur était destiné. Le pilote du Boeing était au moins conscient qu'il y avait un autre avion à proximité. Mais sa confiance dans le contrôle du trafic aérien le réconfortait. Si quelque chose ne tournait pas rond, quelqu'un lui aurait sûrement envoyé des instructions. À ce stade, le crash commençait à sembler inévitable. Pour les passagers des vols, cependant, tout semblait normal. Ils étaient peut-être en train de manger un encas, de se dégourdir les jambes ou de faire la queue pour aller aux toilettes, ignorant complètement qu'ils étaient en train de foncer sur un autre avion. Heureusement pour les plus de 600 personnes impliquées, le pilote était bien entraîné et confiant dans une situation qui aurait figé la plupart de ses pairs. À travers son pare-brise, il a vu quelque chose qu'aucun pilote ne devrait jamais voir. Un autre avion se dirigeant directement vers lui. Grâce à un sang-froid et une réactivité remarquables, le pilote du Boeing a saisi la manette et l'a inclinée aussi bas qu'il le pouvait pendant les secondes dont il disposait avant la collision. Le Boeing est passé directement sous l'autre avion. Imagine que tu es un pilote et que tu vois le sol devant toi au lieu du ciel. Ils s'en sont tous les deux sortis intacts. Cet homme a sauvé la vie de plus de 600 personnes.
Cela ne veut pas dire que tout le monde s'en est sorti sans une égratignure. Les passagers n'étaient absolument pas au courant de l'incident, si bien que peu d'entre eux étaient attachés. Ils étaient totalement impuissants, car le changement de direction les a projetés contre l'intérieur de l'avion. Avec le mouvement soudain de l'avion, beaucoup ont heurté le toit avec la force d'un accident de voiture. Tous les objets et personnes non sécurisées ont été projetés dans les airs. Certains ont même eu l'impression que l'avion venait de toucher le sol. Par miracle, seuls 7 passagers et 2 membres d'équipage ont été gravement blessés, et les autres n'ont subi que des blessures mineures. Le pilote a fait demi-tour vers Tokyo pour permettre à tous les blessés d'être soignés. Grâce à la réaction rapide des équipes médicales et à l'incroyable réactivité dont a fait preuve le pilote, tous les passagers du vol ont survécu. Chaque fois que tu voyages en avion, tu t'engages à traverser le ciel à des vitesses allant jusqu'à 800 km/h dans une coque métallique fragile. Tu es entouré d'énormes moteurs dangereux, à 10 ou 11 km au-dessus du sol. Il n'y aurait sûrement aucun moyen de survivre si l'avion lui-même commençait à tomber en panne, n'est-ce pas? L'amérissage de la baie d'Hudson montre que des pilotes compétents peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 devait se rendre de New York à la Caroline du Nord. Le pilote, Chesley Sullenberger, était un ancien pilote de planeur qui s'était reconverti dans les vols commerciaux dans les années 80. Le ciel était dégagé et les conditions étaient favorables. C'était un vol typique pour les 155 passagers à bord, jusqu'à ce que le pire se produise après seulement 1 minute et demie de vol. Alors que l'avion montait à 900 mètres, ils ont percuté une nuée de bernaches du Canada. Elles ont frappé tout l'avion, mais surtout, certaines se sont coincées dans les 2 moteurs. Lorsque Sullenberger a réalisé que les moteurs étaient en panne, il a contacté le contrôle aérien. Il lui a ordonné de se poser à l'aéroport le plus proche, mais il a réalisé que c'était impossible. Avec des moteurs défaillants et aucune piste dégagée pour atterrir, il a dû prendre le contrôle de la situation pour sauver la vie de toutes les personnes à bord. Sans le contrôle total de son avion, il n'était pas en mesure de fonctionner à l'altitude normale. Il a volé si bas qu'il est passé juste au-dessus du pont George Washington, à seulement 270 mètres. Les gens présents sur le pont à ce moment ont été terrifiés de voir l'avion si près, mais ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation à bord. Alors que l'avion volait à 225 km/h, Sullenberger a vu le fleuve Hudson devant lui et n'a pas eu d'autre choix que d'y amérir. Dans la tour de contrôle, tout le monde a été choqué d'entendre ce qu'il comptait faire, mais il n'y avait pas d'autre option. Atterrir sur une piste est une chose, mais les pilotes commerciaux ne sont pas formés pour amérir sur un fleuve. Sullenberger a dû faire le vide dans sa tête et planifier l'amérissage tout en perdant de l'altitude. Il s'est assuré de laisser la queue toucher l'eau avant le nez. Amérir avec le nez en premier aurait compromis davantage les moteurs et causé encore plus de dégâts. Étonnamment, l'avion a touché l'eau sans se briser. Sa vitesse a progressivement diminué jusqu'à ce qu'il atteigne un rythme lent et irrégulier sur la surface de l'eau. De loin, les gens auraient pu croire que ce n'était qu'un bateau qui se déplaçait lentement. Mais les passagers n'étaient pas encore tirés d'affaire. Le stress de l'amérissage avait provoqué l'ouverture d'une des portes à l'arrière de l'avion et avait endommagé le fuselage. Il a rapidement pris l'eau et les passagers se sont précipités vers les toboggans gonflables pour être évacués. Un ferry est arrivé à une vitesse impressionnante pour aller chercher les passagers en détresse, qui ont attendu sur les ailes et les toboggans gonflables. Tous ont été légèrement blessés par la collision avec l'eau, mais tous ont survécu. Le capitaine Sullenberger est entré dans l'histoire comme l'un des pilotes les plus remarquables de tous les temps, ayant sauvé tant de personnes d'une situation apparemment sans espoir. Un film a même été réalisé sur son héroïsme. Tu te réveilles chez toi et tu prends un parapluie. C'est samedi et c'est la journée du ménage. Tu appuies sur le bouton magique et la vaisselle, les meubles, les murs, le sol et même tes vêtements dans le placard deviennent étincelants de propreté. Comme tu as le reste de la journée pour toi, tu t'allonges sur le canapé impeccable avec ton livre préféré. Ce décor de science-fiction a été la réalité quotidienne de Frances Gabe pendant des décennies. Elle ne faisait pas du tout le ménage chez elle. Elle n'engageait personne pour le faire. Pourtant, sa maison restait parfaitement propre. Frances est née en 1915 dans l'Idaho. Son père, Frédéric, était architecte et entrepreneur en bâtiment. La famille a dû déménager souvent pour son travail et Frances a fréquenté 18 écoles primaires. Elle affirmait que, dès sa naissance, elle était une personne tout à fait inhabituelle et que tout allait beaucoup trop lentement pour elle à l'école.
La jeune fille préférait la compagnie de son père et des collègues de travail de ce dernier. Elle les observait et apprenait leur métier. Frances est sortie diplômée du lycée polytechnique pour filles de Portland à 16 ans. L'année suivante, elle se mariait. Dès la fin des années 1970, elle était divorcée et mère célibataire de 2 enfants. Elle a toujours considéré les tâches ménagères comme un travail ingrat et interminable. Un jour, elle a remarqué que de la confiture de figues glissait le long de son mur. Frances s'est tellement énervée qu'elle a décidé de mettre un terme à tout cela pour de bon. Elle a sorti le tuyau d'arrosage, s'est débarrassée de la confiture et a commencé à concevoir sa propre maison auto-nettoyante. Elle a passé plus de 10 ans et investi des milliers de dollars de ses propres économies pour transformer sa maison de l'Oregon en un immense lave-vaisselle du sol au plafond. En 1984, tout était terminé. Frances a reçu un brevet américain officiel pour sa construction auto-nettoyante. Le système se composait de 68 dispositifs distincts qui rendaient le nettoyage entièrement automatique. Chaque pièce avait des arroseurs au plafond. Frances mettait son imperméable, sortait son parapluie et appuyait sur un bouton pour activer les arroseurs. Il pulvérisait de l'eau et du savon dans un mouvement circulaire. Puis tout était rincé. De l'air chaud passait ensuite par les bouches d'aération pour tout sécher. En moins d'1 heure, les murs, les sols, les salles de bain, les toilettes et la baignoire étaient propres et secs. Les planchers étaient recouverts de plusieurs couches de vernis marin et légèrement inclinés vers les murs. Il y avait des gouttières au bord de chaque pièce. L'eau des arroseurs n'était pas gaspillée. Elle s'écoulait de la maison vers la niche du chien pour le laver lui aussi. Les meubles qui n'étaient pas censés être rincés étaient recouverts de vitrines transparentes en résine acrylique. Les livres avaient des couvertures imperméables, les papiers étaient conservés dans une boîte en plastique et les tableaux sur les murs, y compris le brevet, avaient des boîtiers en verre pour les garder en sécurité. Des auvents couvraient les lits pour garder le linge sec. Frances a également inventé son propre tissu imperméable pour la tapisserie. Le placard permettait de laver la vaisselle sans aucune aide. Les vêtements pouvaient être placés dans une armoire sur des cintres, lavés et séchés, puis, toujours sur des cintres, ils étaient tirés dans l'armoire avec des chaînes. Les prises électriques étaient toutes couvertes, bien sûr. Il n'y avait pas de tapis ou de rideau. Aucun collecteur de poussière n'était autorisé. Parfois, les tuyaux éclataient et l'eau était projetée dans toutes les directions. Mais dans l'ensemble, tout a fonctionné sans problème pendant environ 20 ans. Frances rêvait de maisons auto-nettoyantes, voire d'immeubles de bureaux, d'hôpitaux et de villages auto-nettoyants dans le monde entier. Son idée était d'aider les mères célibataires et les femmes qui en avaient assez de nettoyer, ainsi que les personnes qui ne pouvaient pas le faire pour des raisons de santé. Elle parcourait les États-Unis pour donner des conférences sur son invention et présenter un modèle de sa conception. En 2002, elle n'avait plus les moyens de faire fonctionner la résidence et de renouveler ses brevets, qui ont donc expiré. Frances faisait visiter la maison, ce qui lui permettait de gagner un peu d'argent, mais ce n'était pas suffisant. Cette situation et les catastrophes naturelles, comme les inondations et les tremblements de terre, ont transformé cette demeure, autrefois la plus propre qui soit, en une construction encombrée. En 2009, la vieille dame a déménagé dans une maison de retraite. Quelques années plus tard, sa propre maison a été vendue à un nouveau propriétaire qui doit désormais la nettoyer lui-même. De nombreuses personnes se sont moquées de cette idée et la révolution de la maison auto-nettoyante n'a jamais eu lieu. Pourtant, les architectes et les constructeurs reconnaissent aujourd'hui que son idée était fonctionnelle et méritait d'être concrétisée. En 1998, alors que les ordinateurs commençaient à prendre leur essor et à accaparer toute l'attention, quelqu'un a eu l'idée brillante d'un distributeur de bonbons motivant qui l'a fait breveter. Il serait équipé d'un capteur optique fixé à votre écran. Le capteur garde un œil sur toutes vos activités et vous récompense avec des bonbons si vous envoyez un courrier de travail ou si vous terminez un long document important. Plus vous effectuez de tâches professionnelles, plus vous recevez de bonbons. En 2001, une pochette de poignée cybernétique permettant de transporter crayons, téléphones, baume à lèvres et autres petites nécessités a été brevetée. Si tu n'aimes pas ratisser les feuilles à l'automne, tu vas probablement adorer cette solution unique que l'inventeur décrit comme compatible avec le mouvement naturel du corps d'une personne. Le pantalon de ramassage des feuilles est doté de tubes flexibles à fermeture éclair fixés aux jambes du pantalon et d'un filet fixé entre les deux pour ramasser les feuilles pendant que tu marches. Les gros tas que tu laisses derrière toi peuvent être facilement enlevés par la suite. La serre en forme de casque a été conçue pour apporter la nature aux citadins. Tu portes sur ta tête un dôme fermé et anti-buée avec de minuscules plantes sur des étagères intégrées. Lorsque tu expires, les plantes se chargent de toutes les mauvaises particules et te rechargent avec l'oxygène le plus pur. Le casque serait équipé d'un système d'interphone pour te permettre de communiquer avec les personnes extérieures à ton dôme.
Si tu as un animal de compagnie, mais que tu n'as pas 24 heures dans la journée pour lui accorder toute l'attention physique qu'il désire, tu apprécieras le distributeur de caresses automatique. Il fonctionne aussi bien pour les chats que pour les chiens, avec sa main mécanique et leur joue des airs relaxants. Le gadget est activé lorsque Rikiki ou Patapon se trouvent sur la plateforme de détection de mouvement. Les oreilles des animaux de compagnie peuvent se retrouver au mauvais endroit, comme dans une assiette de soupe, et répandre la nourriture partout. En 1980, quelqu'un a décidé de remédier à ce problème et a breveté des protections d'oreilles pour animaux légères, réglables et faciles à utiliser. Elles ont été conçues spécialement pour les animaux de compagnie, principalement les chiens qui ont de longues oreilles, afin de prévenir tout contact avec la nourriture. Ils proposaient également de décorer les tubes lors d'occasions particulières. Un masque facial anti-faim a été inventé à la même époque pour ceux qui doivent passer leur journée autour de la nourriture pour des raisons professionnelles. Les chefs, cuistots et autres employés de restaurants qui s'occupent de la nourriture peuvent le mettre et le verrouiller avec un petit cadenas. Il est certes encore possible de respirer et de parler, mais il devient très difficile de manger. Le plus important est de ne pas perdre cette clé, sinon il faudrait suivre un régime perpétuel. Les pantalons traîneaux étaient équipés d'un siège pour glisser le long des collines et de sangles aux jambes et à la taille pour les maintenir solidement attachés à leur propriétaire. Ils étaient configurés pour épouser la forme du corps humain. Pour arrêter la luge une fois arrivé à destination, il suffisait de replier la partie intérieure et de s'éloigner comme si de rien n'était. L'extenseur de tête a été inventé en 1923 pour permettre une meilleure circulation. 2 personnes tenaient une plaque de métal entre leurs dents. Les plaques étaient maintenues ensemble par un ressort. En tirant chacune dans sa direction, les 2 personnes participent à une sorte de tir à la corde, mais pour la tête. Quelqu'un a eu l'idée brillante d'une montre qui permettrait de savoir combien de temps il te reste à vivre en années, mois et minutes. L'estimation de l'espérance de vie serait basée sur des méthodes statistiques et des facteurs de santé personnelle du propriétaire. La montre était équipée d'un microprocesseur pour stocker les données et d'interrupteurs afin de réinitialiser celles-ci. Le gilet pour animaux de compagnie serait le choix idéal pour ceux qui ne peuvent pas laisser leur compagnon seul à la maison. Il s'agit d'un gilet ou d'une ceinture avec de nombreuses ouvertures tubulaires tout autour du corps du maître. Toute la structure est transparente. Il y a de petits compartiments pour la nourriture et pour sortir l'animal. Un collecteur automatique de pourboire se compose d'une main artificielle et d'une boîte à monnaie que l'on porte à la taille. Lorsque l'argent que quelqu'un dépose dans le tuyau de raccordement ne semble pas suffisant, un panneau « Pas de vente » apparaît. Les chaussures de mer, inventées dans les années 1960, ont permis de marcher sur l'eau. Elles utilisaient des hélices en pied de canard et nécessitaient un très bon sens de l'équilibre de la part du propriétaire pour rester à flot. Elle s'appelle Liliane Boyer. Attends un peu, pourquoi se trouve-t-elle sur l'aile d'un avion ? À partir de 1921, Liliane a gagné sa vie en faisant des acrobaties aériennes complètement folles sur des avions. Elle avait le sens du spectacle et elle est devenue célèbre dans tous les États-Unis. Mais Liliane a commencé sa carrière inhabituelle tout à fait par hasard. Elle était une banale serveuse de 21 ans dans un restaurant de Chicago. Puis, sa vie a changé lorsque 2 pilotes, Elmer Partridge et Johnny Metzger, sont devenus des clients réguliers de ce restaurant. Un jour, ils ont proposé à Liliane de l'emmener dans leur vieux biplan, un Curtiss JN4D dit Jenny. Elle a accepté et ils se sont dirigés vers l'aérodrome local. Bientôt, Liliane était dans les airs. C'était le premier vol de sa vie et elle était incroyablement excitée. Voler ne l'effrayait pas du tout. En fait, avec le vent fort qui lui soufflait dans la figure et le bruit du moteur qui résonnait dans ses oreilles, Liliane a réalisé que voler était sa vocation. 4 jours plus tard, Partridge lui a demandé si elle voulait tenter un autre vol. Cette fois-ci, Liliane a décidé de faire quelque chose d'audacieux. Lorsque l'avion volait à 105 km/h, elle s'est levée de son siège et s'est mise debout sur l'aile. Mais elle en voulait encore plus. Alors, elle a marché jusqu'au bord. Pendant tout ce temps, Partridge lui criait de s'asseoir car il pensait qu'elle allait sauter. Elle pouvait à peine entendre sa voix à cause du bruit du moteur. Mais Liliane n'avait pas du tout peur. Elle aimait vraiment ça. Quand le pilote a vu ce qu'elle pouvait faire, il l'a présentée à Billy Brock. Ce dernier travaillait à l'aérodrome de Chattanooga et cherchait quelqu'un qui pouvait faire des acrobaties sur l'aile d'un avion. Ils se sont mis d'accord et ont rapidement commencé la formation de Liliane. Liliane a quitté son travail au restaurant et a commencé à s'entraîner à plein temps. Pendant 5 mois, elle s'est entraînée à faire des cascades dans une grange de Chattanooga.
Elle a utilisé un modèle réduit d'avion sous lequel elle a placé des matelas pour plus de sécurité. Elle a fait de la gymnastique avec un instructeur, ainsi que de la course à pied et d'autres sports, et elle a changé ses habitudes alimentaires. Bientôt, elle était prête pour un vrai vol. Et elle a prouvé qu'elle était la meilleure. Liliane a été la première cascadeuse féminine à faire des acrobaties, comme se suspendre à un avion avec une main, ou se suspendre par les genoux ou les chevilles. Sa bravoure étonnait les gens, et elle est rapidement devenue très populaire. Brock et elle ont commencé à faire des spectacles aériens dans divers salons et festivals, et elle est devenue une véritable star. Quand ils arrivaient en ville, la foule les reconnaissait toujours. Il y avait toujours une voiture qui attendait Liliane et elle avait beaucoup de fans passionnés. Liliane était la seule femme capable à l'époque de réaliser une cascade très risquée. Elle sortait du cockpit en tenant un mince fil de fer qui avait un embout à son extrémité. Elle faisait quelques acrobaties sur le bord de l'aile, puis elle se suspendait sous l'avion en ne s'accrochant qu'avec ses dents. Les spectateurs ne pouvaient pas voir le fil de fer à des centaines de mètres en dessous, si bien que le tour était encore plus impressionnant. La foule se mettait à crier quand Liliane l'exécutait. Puis Brock lui descendait une échelle spéciale que Liliane attrapait pour retourner à son siège. Mais il y a eu aussi des accidents. Ils ont rappelé à Liliane et Brock qu'ils s'étaient engagés dans une entreprise très dangereuse et qu'ils devaient être aussi prudents que possible. Lors d'un de leurs spectacles, en 1924, ils avaient prévu de faire un tour inhabituel. Brock devait faire un looping pendant que Liliane se tenait sur les ailes supérieures du biplan. L'idée était qu'elle glisse ses pieds sous des sangles et que la force centrifuge du looping l'aide à garder son équilibre. Mais pendant le tour, quelque chose a mal tourné et la sangle s'est cassée. Liliane s'est écrasée très fort contre l'aile. Elle a quand même réussi à remonter dans son siège, elle était blessée, mais elle a continué à faire ses spectacles. Alors qu'elle se produisait à Trenton, dans le New Jersey, en octobre 1925, Liliane a eu 3 autres accidents lors de sauts en parachute. Le premier jour du spectacle, le vent l'a emportée loin de son lieu d'atterrissage et elle est tombée sur le siège d'une grande roue. Une partie du public a pensé que c'était encore une audacieuse acrobatie, mais c'était en réalité une situation très dangereuse. Heureusement, l'opérateur de la grande roue a réalisé que Liliane avait des problèmes et a arrêté le manège. La deuxième fois, elle n'a pas pu contrôler son parachute et a heurté le toit de la tribune. Elle l'a frappé fort et s'est retrouvée coincée là. Et les gens ont dû trouver une échelle pour aider Liliane à redescendre. Le troisième jour de son spectacle, le parachute de Liliane a failli atterrir sur une tente. Alors, elle a tiré sur les suspentes du parachute aussi fort qu'elle a pu pour changer de direction. Celui-ci s'est alors retourné et Liliane est tombée d'environ 15 mètres directement sur le sol. Elle a subi de nombreuses blessures et a dû être hospitalisée, mais elle a été très bien traitée et elle est restée à l'hôpital pendant 2 mois et toutes ses factures ont été payées par une personne anonyme. Liliane pensait que c'était probablement le président de la fête foraine. Il l'aimait bien. D'ailleurs, comme elle était une star, beaucoup d'hommes l'admiraient. Mais elle ne risquait pas sa vie pour l'argent ou la gloire. Liliane faisait tout cela pour elle-même. Brock récoltait presque tout l'argent de leur performance et Liliane était d'accord. Ils se produisaient généralement 2 ou 3 jours d'affilée, voire une semaine entière. Ils étaient payés 1000 à 1200 $ pour une représentation. Mais Liliane ne percevait que 100 $. Comme elle l'a dit elle-même, c'était quand même une somme décente et c'était suffisant pour elle. Brock dirigeait l'entreprise, entretenait l'avion et engageait des mécaniciens et des membres d'équipage. Leur spectacle s'appelait toutefois le cirque volant de Liliane Boyer. Et il y avait une raison à cela. Brock était amoureux de Liliane. Le fait de travailler ensemble en permanence les avait rendus proches tous les deux. Mais ça n'a pas marché. Liliane lui a dit qu'il n'y aurait rien entre eux, même si elle l'appréciait beaucoup. Elle avait confié sa vie à son pilote et elle admirait son talent. D'ailleurs, elle disait qu'il était le meilleur pilote qu'elle ait jamais connu. Avant chaque vol, il vérifiait tous les systèmes, les câbles et les mécanismes. Il lui disait où aller et Liliane l'écoutait. Et c'est Brock qui a inventé la plupart des acrobaties. Il y avait une confiance totale entre eux et ils ne faisaient qu'un. Après la mort de Brock, Liliane a continué à faire des cascades avec un autre pilote, mais elle ne pouvait pas lui faire confiance comme elle avait fait confiance à Brock. L'un de ses tours les plus connus était de passer d'une voiture à un avion, mais elle ne l'a jamais tenté avec le nouveau pilote. Au cours de sa carrière de cascadeuse, entre 1921 et 1928,
Liliane a donné 352 spectacles dans 41 États américains et au Canada. Elle a effectué 143 passages d'une voiture à un avion et 37 sauts en parachute. Mais en 1928, les vols à basse altitude ont été interdits et les cascades dangereuses réalisées sur les ailes des avions sont donc passées à la postérité. Près d'un demi-siècle plus tard, Liliane est redevenue une célébrité au San Diego Aerospace Museum. Une section entière de ce musée a été consacrée à ses incroyables exploits. Liliane était l'invitée d'honneur de tous les événements qui s'y sont déroulés. Un soir, elle a eu l'une des plus agréables surprises de sa vie. Il s'agissait d'un vol à bord d'un biplan Boeing PT-17. Sauf que cette fois, Liliane, qui avait désormais 80 ans, n'a pas marché sur les ailes et n'a pas effectué de cascade dangereuse. Mais quand elle a atterri, elle a admis qu'elle l'avait ardemment désiré. Le pilote lui avait dit de ne pas sortir du cockpit. De plus, elle ne pouvait pas lui faire autant confiance qu'elle avait pu faire confiance à Brock. On est en 1944. Cet homme s'appelle Joseph Herman et il se trouve à 5500 mètres d'altitude sans parachute. Il y a quelques secondes, il pilotait un avion au cours d'une mission en Allemagne. Normalement, les pilotes et l'équipage portent des parachutes à l'intérieur de l'avion. Mais Joseph aimait être à l'aise, alors il a enlevé ce lourd sac à dos. Soudain, son avion a été touché. Il a ordonné à tous les membres de l'équipage d'évacuer et a couru chercher son parachute. Mais quelques secondes plus tard, l'avion a explosé. L'explosion a projeté Joseph hors de l'appareil et il s'est retrouvé précipité dans le ciel nocturne, sans aucun parachute. Dans la panique, il a commencé à fixer le sol, cherchant un endroit sûr où tomber. Une rivière, un lac ou une piscine n'étaient pas vraiment des options. Frapper l'eau à si grande vitesse est presque la même chose que frapper du béton. Une congère serait idéale. S'il en trouvait une assez profonde, il aurait au moins un atterrissage en semi-douceur. Mais on est en novembre et il n'y a de neige nulle part. La meilleure option, viser les bois. Les branches d'arbres et les buissons pourraient ralentir sa chute suffisamment pour qu'il puisse survivre en touchant le sol. Ces pensées ont pris du temps à Joseph, et maintenant il n'est plus qu'à 1800 mètres. C'est alors qu'un miracle se produit. Il heurte quelque chose et, par réflexe, s'y agrippe. Au début, il croit que c'est un morceau de l'avion qui tombait aussi. Mais non, ce sont les jambes de quelqu'un. C'est un membre de son équipage qui vient d'ouvrir son parachute. En s'accrochant à son nouveau meilleur ami pour la vie, Joseph a presque atteint le sol. Les deux officiers se préparent à l'impact. Le parachute n'a été conçu que pour une seule personne. Avec un poids 2 fois plus important, il ne peut pas tomber à une vitesse sûre. Bien que Joseph ait reçu un coup massif à la poitrine de la part de son partenaire de parachutisme, il réussit quand même à se poser. Il souffre de plusieurs blessures, mais il a quand même survécu à une chute de 5500 mètres. Mais ce n'est même pas le record de chute libre sans parachute. Voici Vesna Vulovic. Il y a encore 50 ans, elle était hôtesse de l'air stagiaire. Et comme la plupart du temps, elle s'occupait des passagers en cabine. L'avion volait à plus de 10 000 mètres quand il s'est disloqué. Vesna a survécu au chaos initial et a entamé sa chute libre. Elle a immédiatement perdu conscience et n'a gardé absolument aucun souvenir de ce qu'elle faisait alors qu'elle se précipitait vers la terre. Quelques minutes plus tard, elle s'est posée, ou plutôt écrasée. Et elle a survécu. Un garde forestier local l'a trouvée parmi les débris de l'avion. Elle avait de multiples blessures, mais après 16 mois, elle s'est complètement rétablie. Elle voulait même reprendre son travail d'hôtesse de l'air. Elle n'avait aucun souvenir de l'accident ou de la chute. Elle a peut-être été sauvée par les arbres et la neige. Et il faut aussi remercier le garde forestier qui l'a trouvée et lui a administré les premiers secours. Dans une de ces coïncidences typiques, Vesna n'était même pas censée se trouver dans l'avion au départ. La compagnie aérienne avait fait une erreur et avait assigné notre survivante sur ce vol à la place d'une autre femme portant le même nom. Beaucoup de gens ont dit que l'univers avait pris conscience de son erreur et donné une seconde chance à notre hôtesse. Cet homme se nomme Luke Aikins et il a fait l'une des chutes libres les plus folles de tous les temps. Sans parachute, évidemment. Nous sommes à 7600 mètres. 4 personnes sautent d'un avion et seulement 3 d'entre elles ont un parachute. Le pauvre gars sans parachute est notre héros. Les autres sont les membres de son équipage. Ils filment le saut de Luke et l'aident à rester dans la bonne direction. Ils ont des fusées de signalisation attachées à leurs pieds pour que Luke puisse les distinguer à travers les nuages. Nous sommes maintenant à 5200 mètres. La vitesse de Luke est maintenant de 240 km/h et son pouls est presque 3 fois plus élevé que son rythme cardiaque habituel.
Vers la moitié du trajet, un membre de l'équipage aide Luke à retirer son masque à oxygène. Plus l'altitude est élevée, moins il y a d'oxygène. Donc quand Luke a quitté l'avion, il a eu besoin d'un masque pour l'empêcher de s'évanouir. Mais maintenant, notre héros respire à nouveau tout seul. 1500 mètres. Les autres membres de l'équipe ouvrent leur parachute et Luke est laissé tout seul. Il s'approche du site d'atterrissage. C'est un filet géant, de la taille d'un 8e de terrain de football. Il est tendu entre 4 grandes grues. Chaque grue a des projecteurs spéciaux pour aider Luke à trouver le lieu d'atterrissage parfait, sur un filet suspendu à 20 étages du sol. Luke est juste au-dessus de sa cible et juste avant d'atterrir, il pivote sur le dos pour atterrir en toute sécurité. 3, 2, 1, atterrissage ? Ou comment appelle-t-on ça ? La foule est déchaînée et Luke peut être fier de lui. Une telle cascade demande presque 2 ans d'entraînement et de pratique. Luke Aikins avait déjà fait 18 000 sauts en parachute auparavant, sachant qu'en moyenne, une chute libre dure 2 minutes et demie. Luke a passé pas moins de 31 jours en chute libre. Et si on sautait de 5 fois plus haut que ça ? Il fait un froid glacial à 39 000 mètres d'altitude. Cette chose s'appelle un ballon stratosphérique. Il est utilisé pour voler à plus de 10 km d'altitude. En 2 heures environ, cet engin a emmené le futur détenteur du record, Felix Baumgartner, dans la stratosphère. Pour sauter de cette hauteur, il avait besoin d'une combinaison spatiale spéciale avec une réserve d'oxygène et un chauffage intégré. Lorsque la trappe s'est ouverte, Félix a eu besoin de 15 minutes supplémentaires pour se remettre les idées en place, puis il n'a eu qu'à faire un simple pas. Et il était parti. Au bout de 20 secondes, il avait atteint une vitesse monumentale de 700 km/h. Et 30 secondes plus tard, il atteignait sa vitesse maximale de 1356 km/h. Félix a volé plus vite que beaucoup d'avions supersoniques et a même franchi le mur du son. Au sol, un groupe de personnes a même entendu le boom supersonique, comme celui que l'on entend quand les avions franchissent le mur du son. Cela aurait certainement étonné Félix, mais il allait si vite que le boom s'est produit bien au-dessus de lui. La force exercée sur son corps était d'ailleurs beaucoup plus dangereuse. Après environ 1 minute de vol, il s'est mis à tournoyer à toute vitesse. Son corps subissait plus de force G que les astronautes qui décollent dans une navette spatiale. S'il avait complètement perdu connaissance, le saut se serait terminé de façon bien différente. Mais au bout de 13 secondes, la rotation s'est arrêtée et il a réussi à se stabiliser. Au bout de 3 minutes et demie, il a commencé à ralentir. En se rapprochant de la surface, l'air devenait plus dense, si bien qu'il est tombé plus lentement. 4 minutes et 16 secondes de chute libre. Félix a libéré son parachute, mais c'était trop tôt. Le problème était que sa visière commençait à s'embuer à cause de problèmes de chauffage. Il ne savait donc pas exactement à quelle hauteur il était. Donc juste pour être sûr, il a ouvert son parachute un peu trop tôt. Il a dit qu'il avait l'impression de flotter dans l'eau, sans savoir dans quelle direction il allait. 9 minutes plus tard, il s'est enfin posé sur la terre ferme. Il venait d'établir plusieurs records du monde. Le plus haut saut, la plus grande distance et la plus grande vitesse de chute libre. De plus, il est le seul à avoir franchi le mur du son sans utiliser de moteur. Mais son record du plus haut saut a vite été battu. Alan Eustace a sauté de près de 41 500 mètres. À ce niveau-là, une combinaison spatiale étanche et un parachute spécial ne sont pas optionnels. Mais que faire si tu te retrouves à 40 000 mètres sans aucun équipement ? Il fera environ 0 degré, donc tu ne gèlerais pas vraiment. Mais en tombant à grande vitesse, tu devrais endurer une température ressentie d'environ moins 55 degrés. Une veste chaude pourrait être utile. Toutefois, le véritable danger serait le manque d'air. Si tu veux rester vigilant, il te suffit d'avoir un masque à oxygène. Disons que tu as une combinaison spatiale chaude et de l'oxygène. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu dois te mettre dans une position qui crée une résistance maximale à l'air. Écarte tes bras et tes jambes, pointe ta poitrine vers le bas et incline ta tête vers l'arrière. Maintenant, tu as le temps de choisir un bon endroit pour atterrir. Souviens-toi que l'eau n'est pas ton ami. Cherche de la neige ou une forêt. Une fois que tu as choisi ton emplacement, tu dois te préparer à l'impact. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de Luke Aikins ? Retourne-toi sur le dos, presse tes jambes contre ta poitrine et couvre ta tête avec tes mains. Mais ça va probablement faire mal quand même. Sais-tu ce que c'est d'être obsédé par un seul mystère tout au long de ta vie ? Non ?
Eh bien, le détective Anderson, lui, connaît bien ce sentiment. Pendant près de 30 ans de travail pour la police, il a résolu de nombreuses énigmes, attrapé des centaines de voleurs et contribué à sauver des milliers de vies. Il a résolu un grand nombre d'affaires avec succès. À l'âge de 25 ans, il a attrapé un voleur qui transformait son visage en se faisant des opérations de chirurgie esthétique une fois par an. Quand Anderson avait 30 ans, des prisonniers ont commencé à s'évader de prison du monde entier. Le détective a résolu cette affaire avec succès. À l'âge de 38 ans, il a découvert la base secrète d'une secte interdite dans la bouche d'un volcan. Dans la cinquantaine, il a réussi à expliquer toutes les choses les plus inexplicables du monde. Mais il restait une affaire qu'il ne parvenait pas à résoudre. Il s'agissait de 2 mystères des années 50, des cas d'avions disparus. Toutes ces années, Anderson a fait défiler les détails de cette énigme. Malheureusement, il était trop jeune quand cette histoire a commencé. Il n'avait que des suppositions et des notes. Mais aujourd'hui, une pensée soudaine l'a frappé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sent qu'il pouvait enfin résoudre ce mystère. Mais pour cela, il doit se plonger à nouveau dans cette histoire. Il a donc ouvert le placard et en a sorti 2 vieux magazines contenant des articles détaillés sur ces incidents. Le premier s'est produit pendant l'été 1955, le 1er juillet exactement. Le vol Pan Am 914 était sur le point de décoller de l'aéroport de New York avec 61 personnes à bord. Le modèle de l'avion était un Douglas DC-4. Il différait des avions modernes, ayant des hélices géantes au lieu de turbines. Tous les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. L'avion a commencé à rouler sur la piste, à accélérer et à décoller. L'avion allait en Floride, un vol de 3 heures. Les contrôleurs aériens surveillaient l'avion sur leur radar quand soudain, le Pan Am 914 a disparu. L'opérateur a essayé de contacter le pilote, mais n'a reçu aucune réponse. New York a signalé l'incident à la Floride. Ils ont répondu qu'ils ne voyaient pas l'avion non plus. Habituellement, les pilotes préviennent par radio si l'avion est sur le point de s'écraser ou entre dans une tempête. Mais cette fois-ci, rien. Après plusieurs tentatives infructueuses pour établir la connexion, ils ont déployé des opérations de recherche à grande échelle. La communication avec l'avion a été interrompue alors qu'il survolait l'océan Atlantique. La compagnie aérienne a donc dû admettre que l'avion s'était abîmé dans l'eau. Mais cette version n'était étayée par aucune preuve. Lorsque les avions tombent de cette façon, les sauveteurs trouvent des débris flottants. Certaines parties de la cabine ou des bagages remontent toujours à la surface. Or, cette fois, les sauveteurs n'ont rien trouvé. L'avion n'a pas émis de signaux de détresse et n'a laissé aucune trace de l'accident. On aurait dit qu'il avait simplement disparu dans les airs. Les gens ont oublié cette catastrophe pendant 37 ans. Et puis, quelque chose de bizarre s'est produit. 1992, Venezuela, aéroport de Caracas. La tour de contrôle a reçu un signal concernant un avion inconnu qui s'approchait d'eux. C'était bizarre, car il n'était pas censé être là. Il n'y avait aucun vol prévu à cette heure-là. L'avion était en train d'atterrir. L'aiguilleur et le reste du personnel de l'aéroport ont compris que quelque chose clochait. L'avion avait l'air vieux, avec d'énormes hélices au lieu de turbines. Après avoir atterri, le pilote a contacté l'aéroport. « Où sommes-nous » L'aiguilleur lui a demandé de s'identifier. Quelques secondes plus tard, il a reçu une réponse. « Nous sommes le vol Pan Am 914, parti de New York pour la Floride, avec un équipage de 4 personnes et 57 passagers à bord. » L'aiguilleur ne savait pas quoi faire. Lui et le personnel de l'aéroport ont compris à quel genre d'avion ils avaient affaire. Que faisait cet avion 37 ans plus tard et à près de 2000 km de sa destination ? Après quelques secondes, l'aiguilleur a allumé son micro et a dit « Nous sommes le 9 septembre 1992. Vous êtes au courant ?» Une longue pause a suivi. Puis, le pilote a répondu paniqué. « Oh non, Jimmy, où sommes-nous? Non, ne vous approchez pas, partons d'ici tout de suite !» Le personnel de l'aéroport a vu le pilote agiter ses mains d'horreur à travers la vitre. Puis, il a démarré les moteurs et roulé vers la piste. Le Pan Am 914 a augmenté sa vitesse et a décollé. L'aiguilleur a essayé de l'arrêter, mais le pilote n'a pas répondu. L'avion a disparu dans le ciel et personne n'en a plus entendu parler depuis ce jour-là. Le détective Anderson a fini de lire l'article. Il fronce les sourcils et regarde par la fenêtre. Des gouttes de pluie frappent la vitre. La tempête à l'extérieur correspond parfaitement à ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Il a l'air de savoir ce qui est arrivé à cet avion. Tous les indices sont là.
sous ses yeux. Mais pour en être sûr, Anderson doit passer à l'affaire suivante. Il s'agit d'un autre article daté de 1989. Celle-ci s'est produite en 1954. Le vol 513 de Santiago Airlines a décollé de l'aéroport d'Allemagne de l'Ouest. L'avion devait atterrir au Brésil 18 heures plus tard. Il y avait 88 passagers et 4 membres d'équipage à bord. L'avion est passé derrière des nuages et a disparu des écrans radars. Les contrôleurs aériens ont essayé de contacter les pilotes mais n'ont pas reçu de réponse. 18 heures plus tard, ils ont contacté l'aéroport du Brésil. Les aiguilleurs brésiliens ne pouvaient pas confirmer l'atterrissage de l'avion et ne pouvaient pas non plus contacter les pilotes. L'opération de recherche a duré plusieurs mois, mais ils n'ont rien trouvé. Tout comme dans l'affaire du Paname 914. L'avion a disparu des radars alors qu'il survolait l'océan Atlantique. 2 ans plus tard, l'opération de recherche a pris fin et Santiago Airlines a cessé ses activités. Le 12 octobre 1989, les contrôleurs de l'aéroport au Brésil ont remarqué un avion de tourisme apparaître soudainement sur leur radar. Il n'a pas répondu aux questions du personnel de l'aéroport et s'est contenté de tourner au-dessus de l'aéroport. Au bout de quelques minutes, l'avion a atterri et rien. Personne n'a ouvert la porte. Les passagers ne sont pas sortis. Les pilotes n'ont pas répondu. L'avion était en parfait état. Un des aiguilleurs a réalisé qu'il s'agissait du vol 513 de Santiago Airlines, considéré comme perdu depuis 35 ans. Le personnel de l'aéroport s'est approché de l'avion et a ouvert les portes. Ce qu'ils ont vu les a terrifiés. La police, le personnel des douanes, les médecins, les détectives et d'autres membres du personnel de l'aéroport se sont rassemblés autour de l'avion. Personne ne savait quoi faire. Il n'y avait aucune personne vivante à bord qui pouvait expliquer ce qui s'était passé. L'avion avait disparu en 1954 et est réapparu 35 ans plus tard en parfait état, sans aucun dommage. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris ce qui s'est passé. Le détective Anderson a remarqué que ces deux histoires étaient très similaires. Le Paname 914 a disparu en 1955. Santiago Airlines 513 a disparu en 1954. La différence était de presque 1 an. Anderson s'est gratté la tête et a remarqué un autre petit détail. Les deux avions ont disparu des radars au moment où ils survolaient l'océan Atlantique. Il existe de nombreux mythes sur les vaisseaux fantômes et les phénomènes mystérieux liés au triangle des Bermudes. Le détective Anderson connaissait ces histoires, mais ces deux avions disparus l'ont rendu perplexe. Il a regardé 2 articles et a tout compris. Exactement, la solution était là, juste devant ses yeux. Les 2 histoires ont été écrites dans le même journal. Il n'y avait pas d'aiguilleurs qui communiquaient avec les avions. On ne savait rien des passagers. Aucun journal, sauf celui-ci, n'a publié d'informations sur ces avions disparus. Il semble qu'ils aient simplement pris la même histoire et changé les dates, les lieux et les noms des vols. Oui, l'affaire était résolue. Tout était faux. La pluie s'est arrêtée, le détective Anderson a regardé par la fenêtre et a entendu le bruit d'un train qui passait. Il s'est souvenu d'une autre histoire bizarre et inventée. Une histoire de train fantôme. Elle a eu lieu en Italie en 1911. 100 passagers sont montés dans le train de la compagnie ferroviaire Zanetti. Il a traversé une région montagneuse pittoresque et est entré dans un tunnel de montagne et a disparu. Personne n'a revu le train depuis. Tous les passagers étaient perdus, mais pas pour longtemps. Ils sont réapparus dans le passé. Dans des documents datant de 1845, un médecin inconnu de Mexico a écrit au sujet d'une centaine d'Italiens qui seraient apparus dans la ville de nulle part. Ils étaient tous habillés de façon étrange et parlaient d'un train mystérieux. C'était une histoire complètement inventée. Il n'y avait aucune preuve ni aucun document concernant ce train et les personnes qui y étaient montées. Ford a interrompu ses pensées. Le détective Anderson a décroché le téléphone. Il a écouté silencieusement la personne à l'autre bout du fil. 1 minute plus tard, il a répondu « Oui ». Le détective a reposé le téléphone. C'était un nouveau mystère à résoudre. Dans le désert du Sahara, les habitants ont remarqué un énorme navire qui s'est perdu dans le Pacifique Sud il y a 27 ans. Il n'y avait pas d'équipage à bord, pas de cargaison et pas de drapeau. Personne ne sait comment il est apparu parmi le sable, mais de la boue s'est formée autour de lui à cause de l'humidité. On aurait dit que le bateau s'était téléporté là depuis l'océan. Parfait. Pas de faux cette fois-ci. Le détective Anderson a mis son chapeau et a quitté son bureau pour aller enquêter. Mais cette histoire est pour une autre vidéo. Les hivers sont très enneigés en Suède, comme chacun le sait.
La neige recouvre toutes les routes et ralentit la circulation. Et il arrive que certaines voitures rangées sur le côté de la route ne puissent en sortir qu'à l'aide d'un chasse-neige. C'est même monnaie courante. Mais un jour, lors d'une chute de neige, une chose étonnante s'est produite. Le 19 décembre 2011, un homme du nom de Peter Skillberg s'est retrouvé piégé dans la neige après être sorti de la route principale, quelque part dans le nord de la Suède. Les secours en motoneige l'ont retrouvé tout à fait par hasard, l'ont sorti de là et l'ont emmené à l'hôpital. Cela peut sembler plutôt banal, mais le plus étonnant, c'est qu'il aura fallu 2 mois pour retrouver cet homme. Et à l'extérieur, la température est descendue jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Il a survécu après avoir passé 60 jours sans eau, sans nourriture et sans source de chaleur, au milieu de vents glacés et d'interminables chutes de neige. Les gens qui l'ont trouvé ont déclaré que la voiture était ensevelie sous une couche de neige de plus d'1 mètre et que Peter Skillberg était assis, tremblotant dans un sac de couchage sur le siège arrière. Il était incapable de parler. Lorsqu'ils l'ont amené à l'hôpital, les médecins ont été stupéfaits. Ils connaissaient bien des cas où des personnes avaient survécu longtemps à un froid glacial, mais pas pendant 2 mois. Une personne peut se passer d'eau pendant plusieurs jours, mais Peter n'a pas rencontré ce problème, puisqu'il pouvait obtenir de l'eau grâce à la neige. Sans nourriture, une personne peut survivre de quelques semaines jusqu'à 3 mois. Mais qu'en est-il du froid? Comment Peter a-t-il résolu ce problème? À des températures aussi basses, il est possible de geler en quelques heures. Les médecins qui ont soigné Peter ont affirmé que son corps semblait avoir activé un mode de survie et qu'il était tombé dans un profond sommeil, tout comme les ours qui hibernent pendant l'hiver. Mais le corps humain ne peut abaisser sa température que de quelques degrés. Ce n'est pas suffisant pour survivre dans un froid à moins 30 degrés. Notre homme a peut-être bien réussi à abaisser sa température encore plus. Le cas de Peter Skillberg est devenu célèbre. Des médecins et des scientifiques du monde entier ont émis quantité d'hypothèses sur la façon dont cet homme a bien pu survivre. Néanmoins, personne n'a pu en déterminer la raison exacte. Nombreux sont ceux qui ont affirmé qu'il s'agissait d'un véritable miracle. D'autres pensaient que ce pouvait être le résultat de plusieurs facteurs combinés, l'un de ces facteurs étant le sac de couchage. Celui-ci permet de mieux conserver la chaleur du corps, de sorte qu'à l'intérieur du sac, la température met bien plus longtemps à baisser. Un autre facteur qui a probablement joué un rôle clé est l'effet igloo. Les peuples indigènes de l'Arctique construisent des abris avec de la glace et de la neige. Tu as probablement vu ces maisons rondes sur Internet ou dans quelques films. Il ne fait pas si chaud à l'intérieur, mais le froid n'y pénètre pas non plus. La conception particulière de ces maisons permet de conserver la chaleur accumulée à l'intérieur. Les igloos peuvent protéger des vents violents, mais il n'est possible d'y survivre que si l'on porte des vêtements chauds. La voiture de Peter s'est peut-être transformée en une maison semblable. La neige qui s'y agglutinait de tous côtés aurait piégé la chaleur à l'intérieur. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il n'avait pas essayé de sortir de sa voiture pour chercher de l'aide. Mais il semble que Peter ait eu raison de s'abstenir. Il est dangereux de sortir dans de telles conditions. Tu ne sais même pas où tu es, il règne un froid glacial et le blizzard ne cesse de souffler. Mettons que tu sortes de la voiture et que tu essaies de rejoindre la route la plus proche. Tu échoues et tu reviens sur tes pas. Sauf que tu ne peux plus retrouver ta voiture parce que la neige l'a recouverte. La situation est bien plus grave. La seule solution est alors de commencer à creuser la neige et de te fabriquer un igloo. Si tu portes des vêtements chauds, ceux-ci t'aideront à conserver ta chaleur et à gagner du temps. Mais la meilleure solution aurait été de rester à l'intérieur de la voiture et d'attendre les secours. Surtout si tu ne sais absolument pas où tu es. Si tu n'as pas de moyen de communication ou de signaux lumineux à portée de main, essaie de faire un feu. La fumée peut attirer l'attention des gens qui passent sur la route la plus proche. Au bout du compte, Peter Skillberg a passé un certain temps à l'hôpital, a repris des forces et s'est finalement rétabli. Il est beaucoup plus sûr de se trouver dans une pièce froide bien fermée ou dans un igloo pendant un blizzard. Cependant, si tu es coincé dans une zone de gel intense sans vêtements chauds, tu disposes d'environ 30 minutes jusqu'à 2 heures. Peut-être même moins si tu ne t'actives pas. Mais en 1980, un autre miracle s'est produit qui a défrayé la chronique et stupéfait les médecins de tous les États-Unis. Jean Hilliard, 19 ans, rentrait de nuit en voiture dans la petite ville de Lyngby. Elle a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvée dans un fossé. La jeune fille a décidé de rejoindre la maison de son ami à pied. Elle a fini par l'apercevoir, mais elle n'y est jamais parvenue car elle était trop faible. Soudain, Jean est tombée et a perdu connaissance à quelques pas de son but.
Jean Hilliard portait un manteau d'hiver léger, de petites bottines et un pantalon. Elle n'était donc pas vraiment préparée à affronter des conditions météorologiques aussi difficiles. Il y avait un fort blizzard et des chutes de neige, si bien que personne ne l'a remarqué. L'ami chez qui se rendait Jean n'a vu la jeune fille gelée qu'au petit matin, tout près de son porche. Jean Hilliard sera restée allongée dans le froid pendant 6 heures. Son corps était dur et froid comme de la pierre, ses yeux semblaient vitreux. L'homme qui avait retrouvé la jeune fille était certain qu'elle n'avait pas pu survivre. Mais il a remarqué l'humidité qui s'échappait de son nez. Elle respirait. Il l'a donc emmenée à l'hôpital. Le corps de la jeune fille ne se pliant pas, il était extrêmement difficile de la mettre dans la voiture. Les médecins se sont immédiatement précipités pour aider Jean, mais ce n'était pas si facile. Ils ne pouvaient même pas lui faire d'injection, car les aiguilles se pliaient constamment. Les muscles de Jean étaient gelés et bien trop rigides. Son corps s'était mis en mode urgence et avait cessé d'irriguer ses muscles et ses tissus mous. Tout le sang était dirigé vers ses organes vitaux. De même, en mode urgence, notre organisme est capable de ralentir tous les processus internes du corps. Le cœur bat plus lentement, les poumons consomment moins d'oxygène et le métabolisme s'arrête presque. Ces économies d'énergie ont permis à la jeune fille de survivre. Mais les médecins ont été encore plus surpris de constater que Jean n'avait pas eu de séquelles graves. Elle a eu quelques engelures, mais les cristaux de glace n'ont pas endommagé sa peau ou ses tissus mous. Les médecins ont décidé de réchauffer la jeune fille à l'aide de coussins chauffants. Ils ont ensuite réussi à lui injecter des médicaments. Quelques heures plus tard, elle reprenait conscience et des examens ultérieurs ont montré que Jean était en parfaite santé. Par ailleurs, il n'y a pas que dans la nature que l'on peut se retrouver piégé en cas de mauvais temps. Tu peux rester coincé dans l'ascenseur d'un immeuble bondé en plein Manhattan, et ce, sans que personne ne le sache. C'est ce qui est arrivé en 1999 à Nicholas White. Ce manager de 34 ans travaillait tard au bureau et avait décidé de prendre une pause. Après avoir pris l'air, Nicholas a appelé l'ascenseur pour retourner au 43e étage. Mais il s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Il était déjà assez tard et presque tous les employés avaient quitté le bâtiment. Mais le pire, c'est qu'on était vendredi soir. Nicholas n'avait ni téléphone, ni nourriture, ni eau. Il a appuyé sur le bouton d'appel d'urgence, mais personne ne lui a répondu. Les caméras fonctionnaient parfaitement, mais les gardes ne l'avaient pas remarqué. Le bâtiment était pratiquement vide. Nicholas luttait contre la claustrophobie, faisant les 100 pas, sautait, s'allongeait, essayait de forcer les portes et attendait que quelqu'un vienne enfin le secourir. Des techniciens se trouvaient aux autres étages, mais ils ne l'ont pas entendu. Quelques collègues étaient même restés dans le bureau où il travaillait, mais ils étaient persuadés que Nicholas venait de rentrer chez lui. Ils ont fini par quitter le bureau en empruntant d'autres ascenseurs et ne se sont même pas rendus compte qu'il avait laissé toutes ses affaires derrière lui. Nicholas était désespéré. Il ne serait secouru que 41 heures plus tard. Il était allongé sur le sol de l'ascenseur, accablé par la soif, lorsqu'il a soudain entendu une voix provenant du haut-parleur de l'ascenseur. « Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Les secours ont extirpé notre homme de cette boîte métallique et les propriétaires de l'immeuble lui ont versé une coquette indemnité pour ce désagrément. En dépit de ce véritable cauchemar, Nicholas n'a jamais cessé d'utiliser les ascenseurs. Et oui, quand on vit à Manhattan, il serait assez problématique de s'en passer. On peut donc dire que pour Nicholas, la vie a ses hauts et ses bas. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient, et un peu plus d'1 minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les 2 moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite. 2 secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs, mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piqué, puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser ? C'est alors que le miracle de Gottrora s'est produit. Le matin précédant le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beau temps, les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver ? L'avion lui-même était presque neuf.
c'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991. En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine 9 mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague, au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme, à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation. Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé, refroidi pendant le vol à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière, où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1 heure et 40 minutes. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2 heures du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. 1 heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit. Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus. Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé ». Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ses moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés. À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des deux côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtension en divers endroits. Et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, qui était à bord en tant que passager, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote, sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux, mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport. Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers.
Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion, mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit, au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gottrora, dans l'Uppland, en Suède. L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». 7 secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km/h. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué à glisser sur le champ, toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en 3. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie. Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers. Ils n'ont pas paniqué et ont dit aux gens de se mettre en position de sécurité juste à temps pour éviter le pire. Plus surprenant encore, presque tous les passagers, à l'exception de 4 personnes, ont réussi à sortir de l'avion par leurs propres moyens. Pas étonnant que cet accident ait été surnommé le miracle. L'avion, cependant, n'a pas eu autant de chance. Cet appareil vieux de 9 mois seulement a été tellement endommagé qu'on l'a immédiatement mis hors service. Tout le monde a salué l'intervention des pilotes. C'était un atterrissage incroyablement difficile, surtout à cette vitesse et dans ces conditions si dangereuses. Le commandant de bord lui-même a avoué que peu de pilotes ont ainsi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent pendant leur formation. Du moins, pas à un tel point. Il a dit qu'il était fier de son équipage et soulagé que tout le monde ait survécu. Et il n'a plus jamais piloté d'avion de ligne. Tu veux entendre quelque chose de choquant? Dans une prise électrique ordinaire, comme celle que tu utilises pour charger ton téléphone, la tension est de 220 volts. Une ligne électrique à haute tension qui fournit de l'électricité à des dizaines de bâtiments a une tension de 100 000 volts. La tension d'un coup de foudre est de plus de 10 millions de volts. Et la température de l'éclair est presque 2 fois supérieure à celle de la surface du Soleil. Et cette charge incroyable vole à une vitesse à peine 2 fois et demie plus lente que la vitesse de la lumière. Alors, imagine ce qui peut arriver si tu es frappé par la foudre. Voici quelques éléments pour te donner une idée. La décharge traverse ton corps en 1/100e de seconde. L'éclair peut arrêter ton cœur et perturber tout ton système nerveux. Au début, tu ne te rendras peut-être même pas compte de ce qui s'est passé. Tu perdras peut-être connaissance et ton corps sera en état de choc. Chaque jour, il y a plusieurs millions d'impacts de foudre dans le monde. Heureusement, tu as assez peu de chances d'être frappé par l'un d'eux. La probabilité que la foudre te frappe est d'environ 1 sur 15 300. Toutefois, environ 20 000 personnes sont frappées par la foudre chaque année. Les chances que la foudre te frappe 2 fois sont encore plus faibles. Et quelles sont les chances que tu sois frappé par la foudre 7 fois au cours de ta vie? Cela semble impossible, mais un homme en a pourtant fait l'expérience. Il s'appelait Roy Sullivan. Il est né en 1912 à Greene County, en Virginie, dans une grande famille de 7 enfants. Roy était un garçon ordinaire et n'était pas différent de ses frères et sœurs. Mais pour une raison inconnue, la nature semblait l'avoir choisi. En 1936, il a commencé à travailler comme ranger au parc national de Shenandoah. C'est là que la foudre l'a frappé 7 fois en 35 ans. Le premier accident s'est produit en avril 1942. Ce jour-là, un violent orage a commencé à gronder. Roy s'est réfugié dans une toute nouvelle tour de guet qui n'était pas encore équipée de paratonnerre. La foudre a frappé le bâtiment à plusieurs reprises. Un incendie s'est déclenché à l'intérieur et Roy s'est enfui en courant. Dès qu'il s'est retrouvé à quelques mètres de la tour, la foudre a frappé son orteil et a fait un trou dans sa chaussure. L'incident suivant s'est produit 27 ans plus tard, en juillet 1969. Roy travaillait toujours dans le parc national. Il conduisait sa Jeep sur un terrain vallonné lorsqu'un orage a commencé. Un éclair l'a frappé par la fenêtre ouverte du véhicule. La charge a brûlé ses sourcils et ses cils et a légèrement touché ses cheveux.
Roy a perdu connaissance et la voiture a continué à avancer. Elle s'est immobilisée juste au bord de la falaise. 15 minutes plus tard, Roy a repris ses esprits. Un an plus tard, en juillet 1970, le troisième incident s'est produit. Le temps était au beau fixe, mais en quelques minutes, les nuages sont devenus plus épais et un orage a commencé. La foudre a frappé un transformateur près de Roy. L'homme s'est enfui aussi vite que possible, mais la nature l'a encore rattrapé. Cette fois, la foudre a frappé son épaule. 2 ans plus tard, en 1972, la foudre a frappé Roy pour la 4e fois alors qu'il travaillait dans une station du parc national. La charge a mis le feu à ses cheveux et l'homme a couru à la salle de bain et a utilisé une serviette humide pour éteindre les flammes sur sa tête brûlante. À partir de ce moment, Roy a commencé à soupçonner qu'une force maléfique invisible le poursuivait. Il a commencé à avoir toujours sur lui une bouteille d'eau pour éteindre le feu en cas de nouveau coup de foudre. Le 5e s'est à nouveau produit dans le parc national en 1973. Roy a trébuché sur un rocher et est tombé. À ce moment-là, il a remarqué des nuages d'orage dans le ciel. Effrayé, il a couru jusqu'à sa Jeep, est monté à l'intérieur et a appuyé sur l'accélérateur. Il a conduit aussi loin que possible de la zone. Puis il s'est arrêté et est sorti de la voiture pour voir où se trouvait l'orage. Et à ce moment-là, la foudre a frappé à nouveau. Elle a traversé son bras gauche et sa jambe gauche et a mis le feu à sa chaussure. Roy est rapidement remonté dans son véhicule et a éteint le feu à l'aide de sa bouteille d'eau. Le 6e incident s'est produit en 1976. Roy se promenait le long d'un sentier dans le parc, à seulement 1 kilomètre de l'endroit où la foudre l'avait frappé la dernière fois. Des nuages d'orage sont à nouveau apparus. Un éclair a jailli et a frappé Roy dans la paume de sa main. Après ce 6e coup, il a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas dans le parc. Et après 40 ans de bons et loyaux services, il a finalement décidé d'arrêter son travail. Il espérait que les éclairs cesseraient de le poursuivre, mais il avait tort. À ce moment-là, l'homme était déjà devenu une célébrité. Mais ce n'était pas vraiment à son avantage. Les gens avaient peur d'être près de lui car ils croyaient que la foudre pouvait les frapper à tout moment. Les journalistes ont donné à Roy Sullivan les surnoms de Ranger étincelle et paratonnerre humain. Bien sûr, cela ne plaisait pas du tout à Roy, qui se sentait très seul. Il souffrait aussi d'une peur constante et d'un sentiment de persécution. Il s'attendait en permanence à ce que la foudre lui tombe dessus. Heureusement, il était marié et sa femme le soutenait et l'aidait beaucoup. Après avoir quitté son emploi, Roy a décidé de déménager avec sa femme dans la petite ville de Dooms en Virginie. Sachant que Doom signifie malédiction en anglais, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Une année s'est écoulée sans nouvel accident. Puis, le 25 juin 1977, la foudre a de nouveau frappé Roy. Il était allé pêcher à l'étang tôt le matin. La pêche était bonne, mais le ciel était couvert. Roy a immédiatement senti qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Il y avait une odeur de soufre et les poils de ses bras se sont hérissés. Tout son corps était tendu. La foudre a frappé Roy à la tête, traversant sa poitrine et son estomac. L'homme a couru jusqu'à sa voiture pour se mettre à l'abri. À ce moment-là, un ours affamé est sorti de la forêt. Il s'est approché du seau de Roy, plein de truites qu'il avait attrapées. Roy a couru hors du véhicule avec ses cheveux encore tout fumants pour chasser l'animal. Après le 7e coup de foudre, il a perdu l'ouïe de son oreille gauche et a réalisé qu'il ne pouvait se cacher de la foudre nulle part. Sa femme avait peur d'être avec lui dehors pendant un orage. Un jour, alors qu'elle étendait du linge dans le jardin, Roy est sorti de la maison pour l'aider. Quelques minutes plus tard, la foudre a frappé sa femme. Heureusement, elle n'a pas été gravement blessée. Après cela, en plus de la peur et de la solitude, il a ressenti de la culpabilité. Bien sûr, de nombreux médecins et scientifiques ont essayé d'aider Roy, mais personne n'a réussi à trouver la raison de cet étrange phénomène. D'un point de vue purement scientifique, ce n'était à chaque fois qu'une coïncidence. Les mathématiques et la physique étaient impuissantes. Avec de telles réponses de la part des scientifiques, Roy pensait que des forces invisibles le poursuivaient ou que le destin le punissait pour quelque chose. La réponse se trouve peut-être dans le passé de l'homme. Le service des parcs nationaux et les médecins ont documenté les 7 fois où il a été frappé par la foudre. Mais il y en a eu une 8e, ou plutôt une première, qui n'a pas pu être confirmée.
Selon Roy, la foudre l'avait déjà frappé dans son enfance, alors qu'il aidait son père à faucher le blé. La décharge avait touché la lame de la faux. Personne d'autre que le garçon ne l'avait vue. Peut-être qu'à ce moment-là, la foudre a changé quelque chose dans son corps et l'a rendu plus attirant pour les prochains coups. Car il faut savoir que la foudre choisit toujours le chemin qui présente la moindre résistance. Voici comment se produit la foudre. Les particules de pluie, de glace et de neige entrent en collision les unes avec les autres à l'intérieur d'un orage. Ce processus augmente le déséquilibre entre les nuages et le sol, chargeant négativement les couches inférieures des nuages. Les éléments au sol, comme les arbres et la terre, se chargent positivement et créent un autre déséquilibre. La nature essaye de remédier à ce déséquilibre entre deux charges opposées en faisant passer un courant électrique à travers elles. La nature a peut-être ressenti un déséquilibre de charge dans le corps de Roy et a essayé d'y remédier. Mais pourquoi a-t-il toujours été frappé à un intervalle d'1 ou 2 ans? D'ailleurs, plus de 20 ans se sont écoulés entre le premier et le deuxième coup. Les scientifiques ne savent toujours pas expliquer ce qui lui est arrivé. Peut-être que Roy était simplement un homme attirant. Comme on pouvait s'en douter, Roy Sullivan a été inscrit dans le livre Guinness des records comme la personne la plus souvent frappée par la foudre dans le monde. Savais-tu que tes chances d'être frappé par la foudre sont de 1 sur 530 000? Les chances de gagner au loto au moins une fois dans sa vie sont de 1 sur 500 000. La probabilité de gagner 2 fois au loto est quasiment nulle. Cette histoire incroyable peut sembler être de la fiction tant les événements semblent irréels. Il est d'ailleurs peu probable qu'un réalisateur veuille en faire un film, car le public n'y croirait pas. Mais tu pourras facilement en trouver des preuves sur Internet si tu n'y crois pas non plus. Nous voici donc en Australie en 1998. Et voici Bill Morgan. Il vit dans une caravane à la campagne et travaille comme chauffeur de camion. Un matin, il prend le volant pour aller au travail. Pendant le trajet, Bill se sent mal. Il arrête la voiture et perd connaissance. Quelqu'un le remarque et appelle une ambulance. On l'emmène à l'hôpital. Les médecins constatent immédiatement que Bill est victime d'une crise cardiaque. Ils lui administrent le traitement nécessaire à l'aide de médicaments. Mais l'état de Bill s'aggrave à cause d'une réaction allergique. Son cœur s'arrête. D'un point de vue médical, si le cœur ne bat pas pendant 7 minutes, cela signifie que la personne est décédée. Le cœur de Bill ne fonctionne plus depuis environ 14 minutes. Il semble que tout soit fini. Mais les médecins continuent de lutter pour sa vie. Et puis, un miracle se produit. Bill revient à la vie. Son cœur bat à nouveau, mais son cerveau ne montre aucun signe de vie. Bill est plongé dans un coma profond. Quelques jours passent. Les médecins comprennent que Bill risque de rester dans un état végétatif jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il reprend conscience, son cerveau sera toujours endommagé. 12 jours s'écoulent. Les médecins proposent à la famille de Bill de débrancher la machine de maintien en vie, mais la famille refuse. À ce moment difficile, la famille rencontre un spécialiste d'un autre hôpital. Il leur parle de traitements expérimentaux qui pourraient les aider. Ils n'ont aucune garantie que Bill survivra, mais ils peuvent au moins essayer. La famille accepte et Bill est transféré dans un autre hôpital. Après avoir reçu un nouveau médicament, Bill passe encore 15 jours dans le coma. Puis, un jour, il reprend ses esprits et se rétablit. Ce qui lui est arrivé est ce que les médecins appellent un miracle médical. Mais d'autres miracles l'attendent. Il retourne dans sa caravane à la périphérie de Melbourne et continue d'y vivre avec sa petite amie Linda. 12 mois s'écoulent. Bill travaille à nouveau comme chauffeur. Il a demandé sa petite amie en mariage et se prépare à la cérémonie. Il monte dans son camion et se rend en ville pour affaires. En chemin, il s'arrête dans un magasin et achète un billet de loterie. En grattant la couche protectrice, il se rend compte qu'il vient de gagner une Toyota Corolla qui coûte environ 30 000 $ australiens. Bill n'en croit pas ses yeux. Sachant que Bill avait des problèmes de santé après sa crise cardiaque et qu'il ne pouvait plus travailler autant qu'avant, cette nouvelle voiture est un cadeau du ciel. Quelques jours plus tard, une chaîne de télévision locale le contacte. Les producteurs veulent faire un reportage sur lui. Ils sont stupéfaits, non pas parce que Bill a gagné à la loterie, mais parce qu'il est sorti du coma.
Des journalistes viennent donc le voir, l'interviewent brièvement, puis l'accompagnent en ville dans sa nouvelle voiture. Le réalisateur souhaite que Bill achète un nouveau billet de loterie et le gratte devant la caméra pour que, plus tard, grâce au montage, le présentateur raconte l'histoire de Bill. Il achète donc un autre billet, se rend à une table et gratte la couche protectrice avec une pièce de monnaie. Ses yeux s'écarquillent. Il prend le billet et le regarde plusieurs fois. « Je viens de gagner 250 000 $, dit-il sans y croire. Le caméraman pense que Bill plaisante, mais il a l'air très sérieux. Ce n'est pas une blague, dit-il. Il montre le billet. Et en effet, Bill a gagné à la loterie pour la deuxième fois et il l'a fait devant les caméras. Tu peux facilement trouver la vidéo sur Internet et voir sa réaction. Bill appelle sa petite amie et lui annonce la bonne nouvelle. Avec cet argent, il quitte enfin sa caravane et achète une vraie maison. La vie s'améliore. Bill a un bien immobilier, une voiture et une jolie femme. Il achète régulièrement des billets de loterie, mais ne gagne rien. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. La personne la plus chanceuse de la planète est un Croate nommé Frano Selak. Un jour, alors qu'il voyageait en train, un incident s'est produit et le train a déraillé. Plusieurs wagons sont tombés dans un fleuve. Frano a miraculeusement survécu. Il a pu nager jusqu'à la rive et appeler à l'aide. Un an après ces événements, Frano a pris l'avion. En plein ciel, une porte de sortie de secours s'est détachée de l'avion. Frano s'est envolé avec d'autres passagers et a été le seul survivant. On l'a retrouvé dans une meule de foin. Il a été emmené à l'hôpital, mais il n'avait pas de blessures graves et a rapidement pu en sortir. Quelques années plus tard, en 1966, l'homme a eu un nouvel accident lors d'un voyage en car. Le véhicule a quitté la route et est tombé dans un fleuve. Frano s'en est encore sorti indemne. Ses aventures ne s'arrêtent pas là. En 1970, alors qu'il conduisait sa voiture sur l'autoroute, son réservoir d'essence a pris feu. Frano a quitté le véhicule juste à temps. Le réservoir a explosé sous ses yeux. Frano s'est rendu compte qu'une certaine magie s'était opérée dans sa vie. Il a vécu tranquillement pendant les 3 années suivantes. Pendant ce temps, il sentait que quelque chose de grave allait bientôt arriver. Et il avait raison. En 1973, dans une station-service, une pompe à essence a déversé de l'essence sur sa voiture et sur lui, et tout a pris feu. Frano a survécu à nouveau, pratiquement sans aucune blessure. Mais 2 autres catastrophes l'attendaient encore. La première s'est produite en 1995. Cette fois, il ne conduisait pas de voiture et n'était pas assis dans un avion. Il marchait simplement. Il a traversé la route et a vu un bus se diriger vers lui. Il était trop tard et le bus l'a percuté. Heureusement, Frano a encore survécu. Il n'était plus tellement surpris et voulait simplement que ces accidents cessent. Le dernier s'est produit alors qu'il conduisait sa voiture sur une route de montagne. Soudain, un gros camion est apparu sur la voie opposée, se dirigeant vers lui à grande vitesse. Frano a réussi à sauter de son véhicule et à rester en vie. Sa voiture a explosé et il n'a eu que quelques égratignures et contusions. Il est difficile de croire à une telle chance. Ou peut-être était-ce de la malchance, vu que Frano a été si souvent victime de catastrophes. Quoi qu'il en soit, de nombreuses personnes ont décidé de vérifier l'authenticité de ces histoires. Il s'est avéré que personne ne pouvait confirmer l'existence des accidents d'avion ni de train, dont il n'existe aucun rapport. Peut-être Frano a-t-il inventé tout ça, ou ajouté quelques détails dramatiques pour rendre son histoire encore plus incroyable. On ne connaîtra sans doute jamais la vérité. Mais il y a une chose dont on peut être sûr à propos de cet homme. Après toutes ces épreuves, Frano a vraiment eu beaucoup de chance. Il a gagné près d'1 demi-million de dollars au loto. Il a acheté une maison luxueuse, puis l'a revendue. Après tous les désastres qu'il a connus, il s'est rendu compte que l'argent n'était pas la chose la plus importante. Il s'est marié 5 fois dans sa vie. Ainsi, après avoir vendu la maison, il est retourné dans une maison modeste pour passer le reste de sa vie avec sa 5e femme. Tout l'argent qui lui restait, Frano l'a consacré à une opération compliquée de la hanche et à des œuvres de charité. Maintenant, imagine que Frano ait été chauffeur de taxi. Serais-tu monté dans sa voiture?